Bonjour, aujourd'hui un petit exercice sur la configuration électronique et plus particulièrement celle de l'atome de soufre qui est présenté ici. Et on te demande ici de donner la composition de l'atome, à savoir le nombre de protons qu'il possède, ses neutrons et ses électrons. On te demande également d'écrire la structure électronique de cet atome de soufre et de préciser dans quelle période il va se situer au niveau du tableau périodique et également dans quelle colonne de ce même tableau il va se situer. Donc comme d'habitude, je te laisse faire pause, tu prends le temps dont tu as besoin pour répondre aux questions, et puis ensuite, je te donne les différents éléments de réponse. Alors, notre atome de soufre, on nous demande de déterminer sa composition, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui composent cet atome de soufre. Donc ce qu'il faut se retenir par rapport à la représentation d'un atome présent ici, donc son symbole S, son nom, le soufre, et puis ces deux valeurs ici à gauche en indice et en exposant. Donc celle-là, il faut savoir à quoi elle correspond. La première en indice, c'est le numéro atomique grand Z. Et le numéro atomique, on se souvient, ça correspond très précisément au nombre de protons qui sont contenus dans le noyau de notre atome. Donc, en particulier pour le soufre, ici 16, ça veut dire que l'atome de soufre, dans son noyau, possède 6 protons. Et les protons, bien entendu, on se souvient que ce sont des particules chargées positives. Okay. Premier élément, les protons. Le deuxième chiffre qu'on a à disposition, celui qui est en exposant, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse grand A. Et le nombre de masse, il faut se souvenir que ça correspond au nombre de protons et de neutrons qui sont contenus dans le noyau. Donc protons, neutrons, c'est ce qu'on appelle des nucléons, d'accord? Donc ce sont les particules qui composent le noyau. Donc nombre de masse, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. À partir de là, on peut en déterminer très simplement évidemment le nombre de neutrons, tout simplement en faisant le nombre de masse moins le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, de neutrons moins le nombre de protons, comme on a la valeur, on détermine vite fait pour le soufre, en tout cas 32 protons plus neutrons moins les 16 protons, et bien j'en détermine le fait que le soufre possède 16 neutrons, donc neutrons étant des particules neutres. Okay. Donc pour les neutrons, on est OK, le calcul est assez facile à faire, on retrouve très rapidement. Et pour les électrons, il faut se souvenir d'un élément important, c'est le fait que les atomes sont électriquement neutres, c'est-à-dire que globalement, il y a autant de charge plus que de charge moins. Donc étant donné que le nombre grand Z, le numéro atomique, nous donne le nombre de protons, eh bien il me donne également le nombre d'électrons qui vont aller compenser ces charges plus. Dans le soufre, j'ai 16 protons, donc j'ai obligatoirement 16 électrons qui vont venir compenser cette charge positive, les électrons étant chargés négativement. Donc là, on a répondu à la première proposition, en tout cas, on a 16 protons dans le noyau, accompagnés de 16 neutrons, et qui orbitent à l'extérieur 16 électrons qui viennent compenser les charges positives des protons. Donc, premier item, on a répondu, on est bon. Deuxième partie, on nous demande de déterminer la structure électronique. Qu'est-ce que c'est la structure électronique? C'est simplement une écriture dans laquelle je vais faire apparaître le rangement des électrons autour de l'atome. Et on a vu que dans un atome, les électrons, ils sont rangés d'une part dans des couches qui sont déterminées par ce qu'on appelle le nombre quantique principal petit n. Donc ce sont les couches 1, 2, 3, 4. Et plus j'augmente le numéro de la couche, plus je m'éloigne du noyau. Et à l'intérieur de ces mêmes couches, on a vu qu'il existait parfois, des sous-couches avec des nombres variables bien entendu, et qui sont déterminés par le nombre quantique secondaire ou nombre quantique azimutal, c'est petit l. Par exemple, pour la couche numéro 1, elle possède une seule sous-couche, c'est une sous-couche S. Pour la couche numéro 2, elle possède deux sous-couches, la sous-couche S et la sous-couche P, et ainsi de suite, 3, 4, etc. Et ce qu'il faut se souvenir également, c'est que ces couches et sous-couches peuvent accueillir un nombre maximum d'électrons. Par exemple, au niveau des couches, il faut se souvenir qu'une couche électronique, elle peut accueillir maximum 2n puissance 2 électrons à l'intérieur. C'est-à-dire pour une couche numéro 1 par exemple, eh bien 1 au carré c'est 1 fois 2 ça fait 2. Donc la couche numéro 1 pourra accueillir maximum 2 électrons. La couche numéro 2, selon le même calcul, va me donner 8 électrons maximum dans cette couche numéro 2. Et pour la 3, je vais obtenir un maximum de 18 électrons possibles en troisième couche. D'accord ? Et il faut également se souvenir que ça c'était pour les couches, c'est qu'à l'intérieur des sous-couches, on a également un nombre limité maximum d'électrons qui peuvent y entrer. La sous-couche S pouvant accueillir maximum 2 électrons, une sous-couche P peut en accueillir maximum 6 électrons, et une sous-couche D maximum 10. Et avec ces quelques éléments-là, on est capable de déterminer
la structure électronique, la configuration électronique d'un atome. Il suffit simplement d'écrire les différentes couches, sous-couches, et d'y indiquer le nombre d'électrons qui vont venir s'y ranger. Donc pour l'atome de soufre, si on commence, on a 16 électrons à rentrer au niveau de l'atome de soufre. Eh bien, je commence évidemment par la couche numéro 1. On a dit dans la couche 1, c'est 2 électrons maximum, et elle possède une seule sous-couche qui elle-même peut prendre que 2 électrons. Donc la première chose à faire, c'est couche 1, sous-couche S, 2 électrons au maximum. À partir de là, la première couche, elle est remplie, donc je passe obligatoirement à la couche numéro 2. La couche numéro 2, on a dit qu'elle pouvait accueillir 8 électrons maximum. Et cette couche 2 possède 2 sous-couches cette fois-ci, la S et la P. Eh bien, je commence à remplir. Il me reste largement d'électrons pour la remplir. J'en ai encore au moins 8 disponibles en tout cas. Donc je commence par la sous-couche S, donc de la couche numéro 2. La sous-couche S, 2 électrons maximum. Et je passe à la sous-couche P. Sous-couche P, on a dit 6 électrons maximum. Donc sous-couche P de la couche numéro 2, 6 électrons. À ce moment-là, je vois que la couche numéro 2, elle est remplie, selon la formule que j'avais identifiée ici. J'ai bien 8 électrons qui ont été positionnés, ce sont les valeurs écrites en exposant en vert. Couche numéro 2 remplie, eh bien les électrons restants vont forcément passer dans la couche numéro 3. Alors à ce niveau-là, on a mis 6, 8, 10 électrons, il m'en reste encore 6 à placer, qui vont aller se disposer dans la couche numéro 3. La couche 3, on avait 2 sous-couches en couche 2. Dans la couche 3, on a 3 sous-couches. Ce sont les 3 qui sont présentes ici, avec le maximum d'électrons qu'elles sont capables d'accueillir. Et le principe reste le même. Je commence par la couche sous-couche S de la couche numéro 3. J'y mets 2 électrons. Donc là, je suis passé à 12 électrons déjà positionnés. Il m'en reste encore 4 à mettre. Eh bien, les 4 vont venir se positionner dans la sous-couche P de la couche numéro 3. Et cette sous-couche, elle peut accueillir 6 électrons, il m'en reste que 4, donc évidemment, ces 4-là, je les place ici. Donc on voit que pour le cas du soufre, en tout cas, la sous-couche 3D, elle n'a pas besoin d'être remplie, puisqu'il n'y a aucun électron pour y aller faire un tour. D'accord? Donc là, on a rempli, on a écrit la configuration électronique de l'atome de soufre, en plaçant tous les atomes par rapport à des couches avec des numéros croissants, donc la couche numéro 1, la 2, la 3, et on a une configuration électronique de type 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Évidemment, c'est pas à retenir par cœur, bien entendu. On le retrouve extrêmement facilement, du moment qu'on a identifié que le numéro atomique me donnait le nombre d'électrons possédés par l'atome, ici 16, et que j'ai retenu le fait que les couches et sous-couches ne pouvaient accueillir qu'un nombre maximum d'électrons selon ces différentes règles qui sont présentées ici. D'accord ? Donc voilà pour la configuration électronique, la structure électronique de l'atome de soufre, qu'on pourrait faire pour tous les atomes de la classification périodique, bien entendu. Ensuite, on nous demande de donner la période dans laquelle se situe le soufre dans le tableau périodique, sachant que la période, pour rappel, ça correspond simplement aux lignes de la classification périodique. Bien, pour trouver cet élément-là à partir de la configuration électronique, c'est pas très compliqué, on va s'intéresser uniquement aux électrons qui sont le plus à l'extérieur de l'atome, c'est-à-dire ceux qui sont sur la dernière couche occupée. Et la dernière couche ici, c'est la couche numéro 3, dans laquelle j'ai placé 6 électrons ici. Et cette couche numéro 3 me donne également le numéro de la ligne, le numéro de la période dans laquelle se trouve mon atome. Donc l'atome de soufre, je sais qu'il est sur la 3e période, il est dans la 3e ligne de la classification périodique, parce que ces derniers électrons sont placés dans la couche numéro 3. Et pour terminer, on nous demande la colonne dans laquelle se situe le tableau périodique, comme ça j'aurai vraiment ces coordonnées précises à cet atome de soufre-là. Eh bien, ça va être la même chose, on va utiliser les informations qui sont données par la couche externe. C'est vraiment toujours elle qui nous intéresse dans la chimie organique en fait. Et cette couche externe, vous voyez, on y a placé 6 électrons, les 4 en sous-couche P, les 2 en sous-couche S. Eh bien, ces 6 électrons-là correspondent à ce qu'on appelle les électrons de valence d'un atome. Ce sont les électrons qui vont pouvoir être réactifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment le plus à l'extérieur de l'atome, donc ils vont être facilement en contact avec l'extérieur, donc c'est eux qui vont être réactifs. Et ces électrons de valence, ce nombre d'électrons de valence me donne le numéro de la colonne dans laquelle va être situé mon atome plus particulièrement. Donc 6 électrons de valence pour le soufre, ça veut dire qu'il va être dans la 6e colonne du tableau périodique. Et on peut le vérifier sur le tableau bien entendu. L'atome de soufre situé ici, on voit bien qu'il est sur la 3e période, 1, 2, 3, donc la 3e ligne, et il est également dans la 6e colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e colonne, ça veut dire
que tous les atomes de cette colonne-là vont avoir 6 électrons de valence, donc 6 électrons sur leur couche électronique extérieure. C'est le cas pour l'oxygène, qui est juste au-dessus du soufre, dans la période numéro 2. L'oxygène, on sait qu'il a également 6 électrons de valence, donc 6 électrons sur sa couche extérieure. L'atome de carbone, par exemple, dans la colonne numéro 4, on sait qu'il possède 4 électrons de valence, de la même manière que le silicium qui est juste en dessous de lui, il va avoir exactement les mêmes propriétés avec ses 4 électrons de valence sur sa couche externe. D'accord? Donc voilà un petit peu rapidement comment déterminer d'une part les configurations électroniques et comment localiser un peu les atomes dans la classification. Et à partir de la localisation, on est capable de dire quelle sous-couche, quelle couche va être occupée, on est capable de dire le nombre d'électrons de valence aussi par rapport à la position dans le tableau. Et ce qu'il faut se rappeler, bien entendu, chose importante, c'est bien se souvenir que le numéro atomique grand Z vous donne le nombre de protons, bien entendu, mais surtout, il vous donne le nombre d'électrons possédés par l'atome. Et avec ce nombre d'électrons, je suis capable d'écrire la configuration électronique de cet atome. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.